On n'a pas le droit de laisser cet héritage-là à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est une question de justice sociale. On se souviendra, dans les années 60 au Québec, notre système de santé était à ce moment-là privé. Et dans chaque famille du Québec, mais il y avait des histoires d'horreur où des gens s'endettaient pour une génération, des fois 2 générations, lorsqu'il y avait un membre de la famille malade. À un moment donné, mon père m'appelle. Il dit « J'ai une grande nouvelle à t'apprendre. » C'était en 2000, ça. J'ai fini de payer mes dettes. Fait que là, je dis « Ah, félicitations. » Mais là, ça me chicotait. Fait que tout en parlant avec lui, je dis « Il me semble que c'est long, payer des dettes de maison, pas là. C'est donc bien été long. » Ah, il dit « Non, c'est pas mes dettes de maison. » « Souviens-tu, j'ai fait une journée. » J'ai dit « Oui, je m'en rappelle. Là. Je viens de payer la dernière dette de ce que je devais aux soins de santé. Ce que je devais à un puis à l'autre, c'est fini de payer 2000. J'en revenais pas. » On l'a vécu. On l'a vraiment vécu. C'était pas facile, mais en autant qu'on arrivait. Puis quand on n'arrivait pas, on payait des intérêts. Puis en fait, il réhypothéquait la maison. Ça nous faisait c'est pour ça que ça a tardé. Puis des prêts personnels, des gens qui remettaient en parallèle, c'est là où l'orgueil en prend un coup, là. Moi, j'invite les gens plus jeunes à en parler avec leurs parents et leurs grands-parents, comment c'était avant. Il y a des gens qui sont morts à la maison parce qu'il n'y avait pas le moyen de se faire soigner. Au début des années 60, puisque ma mère est tombée malade, gravement malade, compte tenu qu'on venait d'une famille pauvre, mon père n'avait pas les moyens d'avoir de l'argent pour être capable de faire opérer ma mère. Donc, à partir de ce moment-là, je suis retourné vers les grands-parents et demandé aux grands-parents de nous passer de l'argent pour être capable de faire opérer la mère d'urgence. Mon père a reçu un téléphone directement de l'hôpital qui venait confirmer que ma mère venait de sortir du bloc opératoire, venait de sortir de la salle d'opération. Et il nous a annoncé que notre mère était sauvée. Mais tout ça, c'est grâce, bien sûr, aux grands-parents. Sinon, si ça n'aurait pas été ça, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Peut-être que j'aurais été orphelin de mère, là, peut-être à 5 ans ou à 6 ans. Et c'est ce qu'on veut éviter. On a hérité avec les années d'un système de santé public, gratuit et universel. Et on a la responsabilité de laisser ça en héritage à ceux qui suivent. Des civières entassées dans les corridors bondés, des patients par dizaines qui n'en finissent plus d'attendre. C'est le Québec qui arrive au dernier rang quant à l'accès aux médecins de famille. Nous ouvrirons les premières cliniques privées affiliées au réseau public. C'est 150 $ pour avoir accès à vos services qui devraient nous donner un accès plus rapide à un médecin, c'est ça? Écoutez, effectivement... Ça devient une bonne solution. On n'hésite pas à débourser 65 $ pour avoir une consultation. On réduit d'à moitié les permis pour les cliniques privées. On incite les médecins spécialistes à se désengager du système public pour s'en aller dans le privé. Et le docteur Couillard s'est en allé diriger un fonds qui va prêter de l'argent aux médecins pour partir des cliniques privées. C'est fort inquiétant. L'ex-ministre de la Santé s'est trouvé un nouvel emploi. Philippe Couillard, associé partenaire du fonds PCP. PCP, c'est un nouveau fonds d'investissement. Après la politique, Philippe Couillard passe ainsi au privé. Il cherchera maintenant des occasions d'affaires intéressantes dans le système de santé. Pourquoi il y a un mouvement vers la privatisation? Il y a une seule raison principale, c'est que le marché de la santé, c'est un gros marché. Le diable est dans les détails, dans ces choses-là. Une petite loi ici, une petite couverture là, une petite couverture d'assurance là. Quand tu regardes ça individuellement, tu te dis, bon, ben, c'est pas si pire. Ce sont toutes des petites avancées. Quand tu les mets ensemble, ben, tu crées un système à 2 vitesses. Là. C'est clair qu'on est dans une phase critique. Comment on peut éviter de s'en aller vers la privatisation? C'est qu'il faut régler les problèmes dans le public. Et ça, il n'y a pas de façon de s'en sortir. C'est parce que le public connaît certaines raretés dans l'accès que le privé peut arriver et prendre la place parce qu'elle est disponible. Le système public, c'est la solution. Maintenant, il y a des améliorations à y apporter, oui. On dit oui, on va mettre la main à la pâte. Mais la dernière chose à faire, c'est d'avoir une médecine sélective pour les gens fortunés. Pour l'instant, le privé, c'est le symptôme du problème. C'est-à-dire, à force d'avoir un système où on attend longtemps, on n'arrive pas à avoir un médecin, on n'est pas satisfait des soins, plus ça va être un système qui fonctionne mal, plus vous allez avoir des gens qui sont prêts à dire « Moi, j'ai de l'argent, laissez-moi passer en avant de tout le monde, laissez-moi me payer les soins que je veux. » Depuis 40 ans, on a eu 3 commissions là, qui ont été nommées dans la santé, Castonguay-Neveu, Rochon, Claire. Toutes les commissions ont dit exactement la même affaire. Les solutions, techniquement, elles sont très simples. Et en quelques mots, à quoi elles ressemblent? Bon,
Ça ressemble à un système de santé qui serait un système de santé performant. C'est quoi un système de santé performant? Ça a 3 grosses caractéristiques. C'est abordable. Donc, un système performant, c'est un système qui a un bon rapport qualité-prix. C'est un système qui est efficace. Est-ce que la population est plus en santé, meurt moins de maladies évitables, vit plus longtemps en bonne santé? C'est-à-dire que les gens ont accès aux dernières thérapies. Ça ne veut pas forcément dire des grosses machines. Ça veut dire le bon médicament à la bonne personne au bon moment. Puis finalement, c'est un système de santé qui est accessible, un système performant. Ça veut dire que tout le monde a accès aux soins, que vous habitiez à Rouyn-Noranda, que vous habitiez dans le centre de Montréal, que vous habitiez en Gaspésie, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous avez accès aux mêmes soins. Comment on arrive à faire ça? On met l'accent sur les soins de première ligne. C'est quoi les soins de première ligne? Là? C'est les soins que serait capable de fournir un médecin généraliste sans avoir besoin de beaucoup de machines. Et ces soins-là sont ce qu'il y a de plus important dans un système de santé. Une bonne médecine de famille, c'est une médecine qui repose sur des groupes de médecins qui sont responsables d'une population. Votre code postal, vous, c'est un tel. Ça veut dire que votre groupe de médecine de famille, c'est le groupe un tel. Puis ce groupe-là, que ça leur plaise ou non, vous êtes leur patient. Par exemple, l'exemple en Angleterre, les médecins, les cliniques sont obligés de vous donner un rendez-vous dans les 48 heures. Vous les appelez, ils ont 48 heures à vous donner un rendez-vous. S'ils ne le font pas, ils ont une pénalité financière. Le résultat de ça, 99,9% des demandes de rendez-vous sont effectivement données dans les 48 heures. Essayez d'imaginer ici, si vous pouviez tous avoir un rendez-vous dans les 48 heures si vous étiez malade, combien vous pensez qu'il resterait de gens qui seraient à l'urgence? La raison pour laquelle les urgences débordent, c'est parce qu'on n'a pas de système de première ligne qui a de l'allure et qui fonctionne correctement. Deuxième chose, si on fait ça, ça veut dire que les hôpitaux, ils changent de fonction. Fait qu'un hôpital, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des opérations, ça fait là où on a besoin des grosses machines, puis ça fait les vraies urgences. Une vraie urgence, c'est quand un autobus vous roule dessus, ça c'est une vraie urgence. C'est pas votre médecin de famille. Là, pour l'instant, l'hôpital, c'est le centre de notre système de santé. C'est le cœur de l'affaire. Ça n'a pas d'allure. En 2003, 54% des admissions au CHUM étaient en première ligne. Ça veut dire qu'il y a en gros 54% des gens qui étaient admis au CHUM qui n'avaient pas d'affaires là. Là, pour l'instant, on est en train de construire 2 gros hôpitaux universitaires à Montréal. C'est pas des pinottes, là, on parle de milliards de dollars. Donc, on aura dépensé les ressources qu'on aurait pu allouer à des choses comme les soins de première ligne à construire de la grosse machine pour faire des soins de 2e et 3e ligne. Ça veut aussi dire qu'on a besoin d'un médecin de famille. Là-dessus, c'est une catastrophe. Actuellement, qui sortent des facultés de médecine au Québec, on a 70% de spécialistes, 30% de généralistes. Puis ça, c'est impossible d'avoir un bon système de santé avec juste des spécialistes. C'est pas que c'est pas important, les spécialistes, mais imaginez une équipe de hockey. Si vous aviez juste des gardiens de but, vous avez une personne en avance à la glace, puis tous les autres sont gardiens de but. C'est ça. Pour marquer des points, ça va être un petit peu difficile. Chacun se rentre sur la glace et dit « moi, c'est ça la position que je vais occuper ». Les étudiants en médecine passent beaucoup d'entrevues avant de rentrer en médecine. Qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils rentrent en médecine? Ils veulent tous soigner les petits-enfants, les familles, aider la population. Ils sortent de là 7 ans plus tard, puis ils veulent tous être neurochirurgiens. Mais quelque part entre les deux, il y a la formation en médecine qui ne marche pas. À un moment donné, c'est un choix de société. Il faut dire, nous, comme société, on a besoin de médecins qui font tel métier. Si on paye les gens d'une façon qui est ridicule, il faut s'attendre à avoir des résultats ridicules. Imaginez que vous faisiez venir un électricien chez vous, puis vous lui dites, écoutez, moi, j'ai besoin d'électricité posée dans ma maison, puis chaque fois que tu poses une switch, là, je te paye 100$. Puis lâchez le lousse. Puis regardez combien vous allez avoir de switch chez vous. Okay? C'est ça qu'on fait dans la santé. Le médecin est payé chaque fois qu'il fait un acte médical. Ça marche pas, le paiement à l'acte. Et il n'y a pas un pays où le système de santé est performant qui paye ses médecins à l'acte. Bien payer ses médecins, c'est payer ses médecins avec un forfait compliqué un petit peu. Tu as une bonne part de salaire, tu as une petite part de paiement à l'acte pour motiver les gens, puis tu as une petite part de paiement à la performance. Si les enfants dont tu es responsable sont vaccinés, tu as une prime. Si les femmes que tu suis ont eu leur mammographie, tu as une prime, etc. C'est comme ça qu'il faut payer les médecins. Ici, on a relativement peu de médecins. Fait qu'on ne peut pas non plus les utiliser à faire n'importe quoi. Ces gens-là sont des spécialistes qui ont une formation extrêmement pointue. On ne va pas leur faire passer la mop, là.
Ça veut dire qu'on va avoir besoin de déléguer un certain nombre de tâches. C'est pas vrai que quand vous arrivez avec votre enfant qui a une otite, il a besoin d'avoir fait 7 ans de médecine pour lui regarder dans l'oreille puis lui prescrire un antibiotique. Une infirmière est largement capable de faire ça. Elle fera pas une moins bonne pratique. Renouveler une ordonnance, t'as pas besoin d'être médecin pour ça. Un pharmacien va être capable de le faire. Un accouchement normal, t'as pas besoin d'être un obstétricien pour ça. Une sage-femme va être capable de le faire. Bon, il va falloir utiliser les compétences de chacun de la bonne manière. Informatiser le dossier patient. On continue d'être dans des projets pilotes plus ou moins attachés. Chaque hôpital magasine son système. Ça marche pas. Pour l'instant, là, les hôpitaux, ils se trustent pas entre eux autres. Donc, si vous arrivez, vous changez d'hôpital, vous avez beau avoir votre dossier sous le bras, ils vont refaire les tests. Chaque fois que vous allez rentrer dans un hôpital, ils vont checker votre groupe sanguin. Pourtant, au cours de sa vie, là, c'est très rare qu'on change de groupe sanguin. On fait plein de tests inutiles. Même à l'intérieur d'un hôpital, c'est souvent tellement compliqué pour le médecin d'arriver à faire ressortir des archives votre dossier, il va juste recommander les tests. Imaginez à travers le réseau. Un autre effet secondaire positif, on serait capable d'avoir un suivi des patients dans le réseau. Qu'est-ce qui coûte tant? C'est quoi le résultat? En termes de population, là, si on regarde tous les gens qui ont tel problème cardiaque, tous ceux qui ont eu tel traitement, combien de temps ils ont vécu, combien ça a coûté, on est capable de comparer les options, puis on est capable de faire des choix en disant, bien, pour le traitement de tel problème cardiaque, ça serait telle avenue qui semble effectivement mieux marcher puis être moins cher. Pour l'instant, ces données-là, personne ne les a. On est dans le noir total. Finalement, dernière chose, il faut que les décisions soient prises au bon endroit dans le système. C'est-à-dire qu'il y a des affaires que ça doit être centralisé. Prenez les listes d'attente. Si vous avez un cancer actuellement, vous allez être inscrit sur la liste du docteur Chose. Ça, c'est extrêmement sophistiqué. Ça veut dire probablement un petit carnet en papier dans lequel le docteur Chose écrit le nom de ses patients. Ça veut dire que peut-être le docteur Chose a 6 mois d'attente pour vous opérer. Puis son voisin, dans le même hôpital, a peut-être 2 mois d'attente. Puis un autre docteur, dans un hôpital d'à côté, il y a peut-être 2 semaines d'attente. Et vous le saurez jamais. Vous allez peut-être attendre 6 mois. Vous allez peut-être attendre 2 semaines. Il n'y a aucune espèce de forme de coordination, de gestion correcte des listes d'attente. C'est une catastrophe en termes de résultats de santé, c'est une catastrophe pour les gens. C'est des choses qui doivent obligatoirement être centralisées. Quelqu'un, quelque part dans le système, doit avoir accès à la liste d'attente pour tout le Québec. Puis on peut la subdiviser par région. Peut-être que ça ne vous tente pas d'aller vous faire traiter à Québec si vous habitez Montréal ou inversement. Quelqu'un gère les choses de façon rationnelle. Donc, il n'y a pas plusieurs avenues devant nous. Essentiellement, on a le choix de continuer sur notre voie où on ne fait pas grand-chose et on s'en va dans le mur, ou de réformer le système. Alors, c'est peut-être politiquement impossible. En même temps, c'est socialement impossible de faire l'inverse. Au bout d'un moment, les gens vont se tanner. Les gens vont se dire « Laissez-moi m'acheter des soins, je veux me payer mon propre médecin », et la pression pour la privatisation va être totalement impossible à arrêter. Chacun va se payer des petites affaires de sa poche, les coûts globaux vont augmenter, les résultats en termes de santé de la population vont diminuer, on sera juste extrêmement mauvais. Encore quelques décennies dans la même direction et nous allons être aussi mauvais que les États-Unis. Il faut absolument se débarrasser du mythe que le système privé, c'est la solution à tous nos problèmes. Au contraire, le système privé va coûter plus cher. C'est prouvé aux États-Unis. Ça aurait un effet désastreux sur le monde économique également. C'est plein d'exemples. On n'a qu'à regarder les grandes multinationales. C'est un coût d'à peu près 6-7 $ de l'heure de plus, chaque heure travaillée, chaque employé. Par exemple, une compagnie comme Alcoa aux États-Unis versus Alcoa au Québec. Et là, on vivrait énormément de fermetures d'usines. On n'a qu'à regarder nos voisins du Sud aux États-Unis. La dernière campagne électorale, le nouveau président élu Obama a fait une partie de sa campagne sur la santé. C'est désastreux de voir une population comme les Américains, qui a 65 millions de personnes qui n'ont aucun recours, aucune protection au niveau de leur santé. Il faut ensemble faire voir au gouvernement qu'on tient à notre système de santé public, universel et gratuit comme la prunelle de nos yeux. En réorganisant les services, en impliquant les vrais experts qui sont souvent les médecins, les infirmières, les gens du terrain, là, on peut améliorer les choses si on a la volonté de le faire. Ça doit se faire étape par étape, ça doit se faire hôpital par hôpital, point par point, parce que c'est complexe, mais on peut le faire si on investissait un peu et surtout on réorganisait beaucoup.